À l'arrière du majestueux manoir des Valois, où rosiers parfumés et taillés murmuraient des histoires de raffinement, une alcôve cachée gisait oubliée. Enveloppée de lierre et ombragée par des murs anciens, une petite cabane patinée par le temps montait la garde. Dans sa cage de métal rouillé était assise la petite Sophie, âgée de 5 ans à peine, mais dont les yeux ambrés brillaient d'une sagesse solennelle. Elle pressait ses petites paumes contre les barreaux froids et regardait, avec une fascination tremblante, les feuilles dorées danser dans la brise d'automne, hors de sa portée. Chaque matin, alors que la brume s'accrochait aux allées du jardin, Madame Carmen, la fidèle gouvernante du manoir, s'approchait de la cage portant le petit déjeuner de Sophie, des carrés de pain grillés bien nets, des quartiers de pommes posés avec précision et des tranches de fromage qui ne se touchaient jamais. D'une main prudente, elle glissait le plateau par une étroite trappe, évitant le regard de la jeune fille comme s'il risquait de briser son sang-froid. Sophie, ses boucles châtains ébouriffées par le vent, détournait le visage, essuyant des larmes silencieuses avant d'oser manger. Édouard de Valois, respecté et pourtant craint dans toute la ville, observait la scène depuis la terrasse, le cœur dur. Elle doit apprendre à se comporter comme une enfant normale, murmura-t-il, la voix chargée de ressentiment. Dès qu'elle le pourra, je la ramènerai dans la famille. Ni son statut ni sa fortune ne pouvaient l'adoucir, il refusait catégoriquement d'accepter l'autisme de Sophie, considérant ses mouvements répétitifs et ses doux murmures comme de la simple obstination. Cependant, invisible à la plupart, un témoin des tourments quotidiens de Sophie se tenait dans l'écurie voisine. Munkla, une magnifique jument blanche aux yeux aussi profonds que des flaques de lune, baissait la tête vers la clôture, son souffle fumant dans l'air frais. Chaque fois que Sophie pleurait, le cheval frappait du sabot en signe de protestation, comme pour jurer de protéger l'enfant de ses souffrances. Sophie possédait un don rare, elle percevait les émotions cachées de ceux qui l'entouraient. Elle ressentait la tristesse de Madame Carmen à chaque pas prudent, la peur tremblante de la gouvernante à chaque murmure étouffé, et surtout, l'amertume qui pesait sur les épaules de son père depuis la mort de sa propre mère. Ces courants d'émotions la submergeaient, lui secouant le cœur d'une confusion qu'elle ne pouvait exprimer. Un après-midi, alors qu'une lumière ambrée enveloppait le jardin de chaleur, Sophie découvrit un ruban de soie égaré accroché à un buisson. D'un doigt délicat, elle l'enroula en boucle et en motif, fredonnant une berceuse chantée autrefois par sa nourrice. La mélodie flotta au-dessus des haies et attira Munkla encore plus près, ses oreilles frémissant comme si elle mémorisait chaque note. Depuis la terrasse, Édouard fronça les sourcils. « Ramassez ça », ordonna-t-il à Madame Carmen d'une voix sèche. Cette oisiveté ne fera que renforcer sa bêtise. Madame Carmen hésita, la sympathie luttant contre le devoir. Mais avant qu'elle puisse obtempérer, un hennissement soudain et tonitruant résonna dans l'air. L'appel de Munkla était pressant, résonnant de défi. Le cheval piaffa d'excitation, projetant une pluie de cailloux vers la cabane. Le ruban de Sophie vola jusqu'au sol, et dans son sillage, elle releva la tête pour la première fois depuis des jours. Leurs regards se croisèrent, l'enfant et la bête, liés par une compréhension mutuelle. Furieux de cette interruption, Édouard aboya l'ordre au palefrenier de déplacer Munkla au fond de la grange. Pourtant, il avait sous-estimé le lien qui s'était tissé. Ce soir-là, tandis que les lanternes brillaient aux fenêtres du manoir, Sophie était assise, recroquevillée dans son coin, un léger sourire aux lèvres. De l'autre côté des haies, Munkla laissa échapper un hennissement doux et mélodieux, comme pour apaiser les rêves agités de l'enfant. L'aube se leva doucement, drapant les jardins d'une brume argentée. Madame Carmen se leva avant le soleil, le cœur lourd d'une décision longtemps reportée. Elle prépara le petit déjeuner de Sophie aux des crêpes moelleuses coupées en carrés parfaits, chacune refroidie à la bonne température et répéta les mots qu'elle dirait à Édouard. Mais les plans de la journée changèrent de façon inattendue lorsqu'Édouard entra dans la cuisine, cravate de travers, annonçant un dîner avec le maire prévu pour jeudi. Son ton ne laissait aucune place au débat. La poitrine de Madame Carmen se serra. Des invités importants signifiaient que Sophie disparaîtrait derrière les murs de la cabine pendant des jours. Prenant son courage à deux mains, elle osa, « Monsieur, pourrions-nous plutôt préparer une chambre d'amis pour Sophie ?» Elle ? Ne me fais pas de leçons sur la maternité, rétorqua Édouard, une colère glaciale perçant son regard. Sa place est ici jusqu'à ce qu'elle fasse ses preuves. Un hennissement aigu rompit le silence. Édouard serra les mâchoires. Cette jument est aussi pénible que ma fille. Il est peut-être temps de la vendre. Lorsque le nouveau jardinier, Michel, arriva plus tard dans la matinée, il se tenait avec une force tranquille. Ses mains étaient calleuses après des années de labeur, et ses doux yeux bruns exprimaient une gentillesse qui rassurait Madame Carmen.
Alors qu'il passait devant la cage pour sa tournée quotidienne, il se figea. Derrière les barreaux, une petite fille le fixait avec une intensité qui le surprit. Pendant la pause déjeuner, Michel s'approcha de la gouvernante. « Pourquoi garde-t-on cet enfant-là » murmura-t-il, la voix empreinte d'inquiétude. Le regard de Carmen vacilla de résignation. « Monsieur s'attend à ce qu'elle se conforme » répondit-elle. « Il dit qu'elle est différente. » L'expression de Michel s'adoucit. « Mon frère Lucas est autiste » admit-il. « Je connais ses signes. Je suis sûr qu'elle l'est aussi. » Une lueur d'espoir jaillit dans le cœur de Carmen. Cet après-midi-là, Michel posa ses ciseaux et s'agenouilla près de la cage, fredonnant une douce mélodie. Sophie interrompit son jeu avec les ombres et reprit la mélodie, sa petite voix tissant une harmonie délicate. Depuis l'écurie, Munkla hennissait pour l'encourager. Édouard, de retour de sa réunion, regarda les épaules de sa fille se détendre, sa tristesse cédant la place à la curiosité. « Elle se porte bien » fit-il remarquer à Carmen, prenant la soumission pour la réussite. « Tu vois comme elle s'adapte facilement ?» Carmen hocha simplement la tête, mais son regard se porta sur Michel, qui lui adressa un sourire rassurant avant de disparaître derrière les rosiers. Alors que le crépuscule laissait place à la nuit, une alliance tacite se forma entre le cheval, le jardinier et la gouvernante. Chacun détenait une part du monde fragile de Sophie, et chacun résolu, en silence, de protéger son innocence. Dans la cabane, Sophie sombra dans le sommeil, son ruban serré contre son cœur. Au-delà des murs, le clair de lune baignait la noble silhouette de Munkla, illuminant la promesse d'un courage à venir, celui qui ébranlerait les fondations du manoir valois et libérerait enfin Sophie. Madame Carmen se tenait au bord de la terrasse bordée de roses, les mains jointes. Sous la brume matinale, elle regardait les jardiniers construire un échafaudage élaboré de bambou et de toile ou une façade disgracieuse destinée à dissimuler les barreaux de métal qui emprisonnaient sa jeune protégée. À chaque coup de marteau, son estomac se nouait davantage, car elle savait trop bien ce qui attendait Sophie derrière ce mur de fortune. Dans le coin sombre de l'enclos secret, la petite fille aux minces et pâles comme le clair de lune se balançait doucement d'abord, puis avec une urgence croissante. Ses doigts minuscules traçaient des formes en boucle dans l'air humide, comme pour dessiner des cartes secrètes qu'elle seule pouvait déchiffrer. Juste derrière la clôture, Michel avançait à travers les massifs d'herbe humide de rosée, d'un pas mesuré et posé. La semaine passée, il était devenu la sentinelle silencieuse de Sophie, se positionnant de manière à ne jamais la perdre de vue. Dans la terre fraîche près de sa cage, il cachait de petits trésors, une plume cramoisie emportée par le vent, une feuille sculptée par la nature en un cœur parfait, des galets de rivière lisse qui brillaient comme du verre poli. À chaque aube, Sophie se réveillait et trouvait ses offrandes disposées selon une cérémonie silencieuse. Doucement, elle les rassemblait, les disposant en cercles concentriques et en spirales qui en disaient long par leur immobilité. Un après-midi, Madame Carmen s'attarda près de la tonnelle, observant Sophie presser un caillou contre ses lèvres, murmurer une bénédiction intime et le glisser dans une petite pochette à sa taille. Mon frère Lucas adorait ce rituel, murmura Michel, adossé à la balustrade en fer forgé. Il m'a dit un jour que chaque objet porte une histoire, seuls ceux qui écoutent peuvent l'entendre. La gouvernante hocha la tête, la gorge serrée par des larmes retenues, car elle comprenait trop bien combien Sophie s'accrochait désespérément à ces fragments de beauté dans un monde qui lui offrait si peu de bienveillance. Ce même matin, Édouard Valois était revenu d'une conversation glaciale, l'air agacé. Au déjeuner, il avait annoncé « Hélène arrive ». Ces mots avaient résonné comme une guillotine. Il congédia ses serviteurs tremblants d'un bref signe de la main, puis passa le reste du repas à froncer les sourcils devant l'absence de Sophie. Hélène Dubois, sœur de sa défunte épouse, était une ergothérapeute réputée pour son travail auprès des enfants autistes. La simple évocation de son approche moderne de la neurodiversité irritait Édouard, il était convaincu, sans l'ombre d'un doute, que la discipline et la retenue étaient les seules voies vers elle, amélioration, de Sophie. Madame Carmen ne connaissait Hélène que par des photos défraîchies et les doux souvenirs de Marine. À présent, tandis qu'Édouard aboyait l'ordre de dissimuler la cage de Sophie sous une toile neuve, elle priait en silence pour que cette visite puisse provoquer le changement dont le manoir avait tant besoin. Si tante Hélène la voit ainsi, murmura-t-il en tirant sur ses cheveux poivre et sel, elle me prendra pour un barbare. Mais ma fille a besoin, non, elle exige d'ordre, pas de ces épisodes. Cette nuit-là, alors que les couloirs du manoir étaient plongés dans l'obscurité, Madame Carmen se retrouva à arpenter les couloirs à la lueur d'une unique lanterne. Chaque pas résonnait de sa détermination grandissante. Finalement, elle se glissa vers la cage à barreaux,
le cœur battant si fort qu'elle craignait que Sophie ne l'entende. D'une main tremblante, elle ouvrit le cadenas juste assez pour laisser le loquet ouvert, une lueur d'espoir dans l'obscurité. Sophie, qui ne dormait jamais vraiment, observait depuis son perchoir. Ses grands yeux lumineux reflétaient la faible lueur de la lanterne, et pendant un instant, Carmen se demanda si la jeune fille allait s'enfuir vers la liberté. Au lieu de cela, Sophie leva le menton et se mit à danser sur place, les bras flottant comme des feuilles d'automne portées par la brise. De douces notes plaintives montèrent dans sa gorge tandis qu'elle chantait sa mélodie familière, celle qui faisait toujours galoper Claire de Lune la jument blanche du manoir vers la clôture de l'écurie. Depuis sa petite chambre mansardée, Michel assistait à la scène, cheval et enfant unis dans un champ sous la lune endormie. Carmen murmura, « Demain, ma chérie, demain, peut-être que tante Hélène changera tout. » Le regard de Sophie ne la quittait pas, mais le chant continuait, une promesse suspendue dans l'air immobile. L'aube arriva, portée par la tension. Un crissement de pneus rompit le silence habituel lorsque la voiture rouge cerise d'Hélène s'immobilisa sur l'allée de gravier un jour plus tôt que prévu. Les domestiques se dispersèrent comme des oiseaux effrayés. Édouard, toujours en robe de chambre, tenta de se calmer, mais ses mâchoires crispées le trahirent. Intérieurement, Sophie sentit le trouble et se mit à battre des mains à un rythme précis, un rythme apaisant qu'Édouard trouvait intolérable. En réponse, Claire de Lune frappa du sabot le sol de la cabine, signal clair et sonore que l'heure du jugement était arrivée. Hélène Dubois descendit gracieusement de la voiture, son regard ambré et chaleureux scrutant la majestueuse façade du manoir. 5 ans s'étaient écoulés depuis les funérailles de Marine. Pendant ce temps, le manoir de Valois était devenu plus imposant avec ses murs de pierre, mais plus froid dans son atmosphère. Édouard salua sa belle-sœur avec une politesse forcée. « Hélène, quelle surprise, nous pensions que tu arriverais demain. »« J'ai décidé d'arriver tôt, » répondit-elle, son regard se portant vers le coin caché de Sophie. « J'avais hâte de voir ma nièce. » À ces mots, un léger écho d'applaudissements parvint des jardins. Aussitôt, Hélène se dirigea vers ce bruit, ses jupes effleurant la pelouse impeccable. Madame Carmen et Michel se dépêchèrent de suivre le rythme. Une rafale soudaine déchira la toile de la cage, révélant les barreaux de fer et, derrière eux, la frêle silhouette de Sophie. Hélène se figea, l'horreur inondant son visage expressif. Elle porta une main à sa bouche. « Édouard, souffla-t-elle, qu'as-tu fait ?» Édouard se rapprocha en balbutiant, « Elle a des crises. Nous devons la protéger. C'est pour son bien. » Mais le calme d'Hélène se brisa tandis qu'elle avançait à grands pas, la voix basse et féroce. Enfermer un enfant autiste n'est pas une protection, c'est de la cruauté. Marine aurait elle-même démoli ses grilles. Sophie appuya ses 2 mains sur le métal froid et pressa son visage vers l'avant. Là, dans la lumière matinale tachetée, tante et nièce se regardèrent. D'un mot doux, Hélène tendit la main à travers les barreaux. Sophie hésita un instant avant de poser ses petits doigts sur ceux de sa tante. À ce contact, le masque sévère d'Édouard se brisa, il détourna le regard, la culpabilité et la confusion se lisant sur son visage. « Ça suffit, » déclara Hélène, la tête haute. « Cela se termine aujourd'hui. Soit tu transformes ta façon de prendre soin de Sophie en faisant preuve de compréhension, de patience et de respect, soit j'appelle toutes les autorités capables de la libérer de cette injustice. » Son ultimatum résonna dans les jardins, tel un coup de tonnerre dans l'aube paisible. Édouard se retira dans son bureau, pâle et secoué, tandis qu'Hélène s'agenouillait près de la cage, la voix s'adoucissant. « On l'ouvrira lentement, au rythme de Sophie, » expliqua-t-elle à Carmen et Michel. Pour des enfants comme elle, les changements brusques sont aussi effrayants que la pire punition. À l'intérieur de l'enclos, Sophie observa, la respiration désormais régulière, le loquet se desserrer et la porte s'ouvrir. De sa poche, Hélène sortit un petit kaléidoscope, un objet ayant appartenu à Marine, peint dans des tons bleus et or tourbillonnants. « Ta mère adorait ça, » dit-elle en le tendant à Sophie comme un rameau d'olivier. Elle disait que c'était comme entendre les couleurs. Les doigts de Sophie planèrent au-dessus du verre, puis, avec une infinie précaution, le soulevèrent et le portèrent à ses yeux. La lumière se fragmenta en 1000 fragments précieux, dansant sur son visage mais dans cette magnifique lueur réfractée, un nouveau chapitre commença pour Sophie. Son regard restait fixé sur le kaléidoscope de couleurs juste hors de sa portée, mais Sophie restait blottie dans son coin. Michel, fort de ses années de travail avec son propre frère, comprenait exactement ce qui devait se passer. Il conduisit Claire de Lune la douce jument hors de l'écurie et la fit avancer d'un pas mesuré. On aurait dit que le cheval percevait la gravité de sa tâche,
chaque mouvement étant empreint d'une réflexion minutieuse. Il est relié au monde par elle, murmura Michel à Hélène. Si Clair de Lune parvient à combler ce fossé, peut-être trouvera-t-il le courage d'avancer. Hélène observait, fascinée, Sophie commençait à dérouler doucement la mélodie qu'elle partageait toujours avec le cheval, un air familier qui semblait faire appel à quelque chose de profond en elle. Clair de Lune s'approcha lentement, jusqu'à ce que quelques mètres seulement la séparent de la porte ouverte de la cage. Pendant ce temps, Madame Carmen s'était glissée à l'étage jusqu'à l'ancienne chambre de Marine. Avec une délicate précision, elle ôta les lourds rideaux, retira les meubles superflus et créa un espace épuré. Marie a toujours rêvé que cette chambre soit celle de Sophie, murmura-t-elle, la voix tremblante de souvenir. Édouard ne l'aurait jamais permis. Il disait que la garder intacte était le seul moyen de lui rendre hommage. À cet instant, un craquement de pas sur le gravier annonça son approche. Édouard sortit de son bureau, la posture tendue, le regard hanté par le poids d'une décision non prise. Il s'arrêta à une distance respectueuse. « Je dois annuler le dîner avec le maire », dit-il brusquement à Hélène. « Non », répondit Hélène fermement. « Tu tiendras tes engagements, mais désormais, ils doivent répondre aux besoins de Sophie, et non l'inverse. » À cet instant, quelque chose s'éveilla en Sophie. Avec une résolution hésitante, elle se releva, glissant un pied nu sur l'herbe fraîche. Cette sensation inattendue sembla la surprendre, une petite merveille dans un monde qu'elle avait longtemps tenu à distance. Clair de Lune fit un pas mesuré en avant, et Sophie, enhardie, tendit la main. Ses doigts effleurèrent le museau velouté du cheval, et à cet instant précis, la cage autrefois barrière lui parut moins un refuge qu'une prison dont elle n'avait plus besoin. Un sourire sincère illumina son visage, illuminant des traits si peu éclairés ces dernières années. Édouard observait, quelque chose en lui se brisait. Ce n'était pas la douleur familière de la frustration, mais un profond remords pour tout le temps qu'il avait laissé filer entre ses doigts ou les sourires qu'il avait manqués. Il pensa à Marine, son rire se mêlant au grondement des sabots. Il se souvint de sa tendresse envers les chevaux, sa voix à peine murmurait « Oui, c'est elle ». La douce affirmation d'Hélène flottait dans le jardin « Sophie ressemble plus à sa mère que vous ne voulez vous en souvenir ». L'après-midi se déroula en une série de petits triomphes. Sophie, alternant moments d'exploration audacieuse et fascination réconfortante pour sa cage, commença à tisser de nouveaux schémas de mouvement. Ses doigts traçaient de doux arcs dans l'air, reflétant les mouvements de la jument. Madame Carmen remarqua, avec un frisson d'espoir, que les rituels autrefois anxieux de Sophie portaient désormais une note de joie ou une liberté retrouvée imprégnant chacun de ses gestes. Alors que le soleil déclinait, dorant les jardins du manoir d'une lumière en fusion, une routine fragile s'installa. Elle promettait quelque chose de différent pour cette maison, longtemps imprégnée de secrets et de mélancolie. Le lendemain matin arriva sous de doux rayons de soleil. Sophie dormait, non pas dans sa cage, mais enfin dans la chambre de sa mère. La transition avait exigé des heures de patience apaisante et 3 tentatives soigneusement orchestrées avant qu'elle ne se sente suffisamment en sécurité pour rester. Hélène, vigilante comme toujours, avait dormi sur un canapé à côté du lit, prête à la moindre inquiétude. Édouard passa la nuit dans son bureau, un whisky à la main, penché sur un album photo. Les images de Marine riant aux côtés d'un poulain nouveau-né sous un ciel clair de lune l'emplirent à la fois de douceur et de tristesse. Il trouva la photo qu'il cherchait, sa main posée délicatement sur le cou du poulain, comme pour lui dire « Tu survivras ». Il murmura à l'image fixe, la voix chargée de regret « Tu savais que notre fille serait différente, n'est-ce pas ? C'est pour ça que tu as insisté pour sauver ce poulain, même quand tout le monde avait abandonné. » Des pas légers dans le couloir le tirèrent de ses souvenirs. Madame Carmen apparut, plateau à la main, s'arrêtant sur le seuil. « Le petit déjeuner de Sophie », dit-il sans quitter les photos des yeux. « Elle veut toujours des crêpes parfaitement carrées », demanda-t-elle, surprise dans le ton. C'était la première fois depuis des années qu'il s'intéressait aux préférences de Sophie. Et sans jamais se toucher, ajouta-t-il doucement. Le silence qui suivit résonna de toutes ces années de souffrance inexprimée. « Pourquoi m'as-tu laissé m'échapper d'elle » demanda-t-il finalement. « Le chagrin d'avoir perdu Madame Marine vous a fait taire » répondit-elle doucement. À l'étage, Sophie s'agita, ses petits membres frôlant les barreaux vides de sa vieille cage, avant de remarquer le kaléidoscope qu'Hélène avait posé sur la table de chevet. La lumière du matin traversait son prisme, projetant des motifs dansant sur les murs. Depuis la fenêtre de l'écurie, Michel observait Sophie apparaître sur le balcon. Elle s'attardait, la curiosité illuminant ses gestes plutôt que la peur. « Bonjour,
petite exploratrice, lança-t-il, et elle se retourna sans broncher au son de sa voix. Hélène observait chaque étincelle d'émotion, chaque nouvelle réaction. Pour Sophie, chaque réaction était une victoire, chaque pas hésitant une étape importante dans un cheminement qu'elle avait lui-même tracé. En quelques minutes, Sophie entama un nouveau mouvement subtil, ses mains dessinèrent des arcs gracieux, rappelant le trot d'un cheval. Édouard, attiré silencieusement vers le balcon, contempla ce spectacle avec émerveillement. « Hélène, tu vois comme elle parle par le mouvement ? Ces motifs ont un sens dans son univers, dit-il d'une voix emplie d'admiration. » Le soir venu, Édouard ajusta sa cravate devant le miroir du couloir. « Je veux que Sophie dîne avec le maire, déclara-t-il. Les yeux d'Hélène s'écarquillèrent. « Tu es sûr ? » « Je dois être prêt, » répondit-il. Pour lui montrer au monde qui elle est vraiment. Ils préparèrent Sophie avec douceur, visitant la salle à manger officielle à la lumière du jour pour qu'elle puisse se familiariser avec chaque texture et chaque couleur. Voyez comme la lumière des bougies scintille sur l'argenterie. C'est comme un kaléidoscope. Admirez ces petits arcs-en-ciel si jamais vous vous sentez dépassé. Madame Carmen a conçu un menu autour des besoins sensoriels de Sophie, des aliments servis séparément dans des assiettes compartimentées, des textures choisies pour apaiser plutôt que surprendre. Lorsque la sonnette retentit, Sophie, vêtue d'une robe bleue douce de son choix, descendit l'escalier à son rythme. Chaque pas était mesuré, ses doigts glissant sur la rampe polie comme s'il lisait un braille secret représentant le grain du bois. Remarquablement différent de ce à quoi nous nous attendions, murmura Béatrice Lefebvre, observant avec une curiosité polie. Édouard se redressa, la fierté réchauffant sa voix. Sophie est autiste, et elle est parfaite telle qu'elle est. Tout au long du dîner, ils s'adaptèrent harmonieusement. Il baissa la musique de fond lorsque Sophie hésita. Il la laissa se balancer doucement sur sa chaise, considérant cela comme faisant partie de son rythme plutôt que comme une perturbation. Et puis le dessert arriva. Un plateau d'argent apparut, garni de petites crêpes parfaitement carrées, alignées comme de petits carreaux. Les yeux de Sophie s'illuminèrent de joie tandis qu'elle prenait un compartiment à la fois, plaçant chaque bouchée exactement à sa place. Le léger tintement des couverts, le frottement du crin de cheval de ses doigts pâles sur le bois poli, ses sons et ses textures composaient une nouvelle mélodie qui emplissait la salle à manger d'espoir et de promesses de changement. Le maire, dont le regard s'était attardé sur Sophie avec une chaleur croissante toute la soirée, se pencha et révéla quelque chose qui prit Édouard au dépourvu. « Vous savez, Édouard, nous prévoyons de créer un centre de soutien pour les familles d'enfants neurodivergents, dit-il à voix basse, mais nous nous heurtons à la résistance de certains investisseurs qui ne mesurent tout simplement pas l'urgence de ce besoin. » Tandis qu'il parlait, l'esprit d'Édouard s'emballa, des images de sa fille triant méticuleusement ses fruits par couleur lui revenant en mémoire. Hélène, remarquant l'étincelle dans ses yeux, inclina la tête en signe d'encouragement silencieux. Édouard s'éclaircit la gorge, rassemblant son courage. « Puis-je vous aider » demanda-t-il d'une voix ferme. « Pas seulement en contribuant financièrement, mais en partageant notre parcours, nos faux pas, nos révélations et la joie que nous avons trouvée dans l'acceptation. » À cet instant, un léger mugissement retentit du dehors, rompant le silence de la nuit. Sophie tourna brusquement la tête vers le son, un sourire radieux illuminant son visage. À la stupéfaction générale des invités, elle se mit à fredonner sa mélodie fétiche, douce et pure. La voix d'Édouard tremblait lorsqu'il expliqua, « C'est comme ça qu'elle parle à clair de lune, notre cheval. » Pendant des années, admis-il, il avait été aveugle à la beauté du monde de Sophie. Il s'était tellement focalisé sur ce qu'elle ne pouvait pas faire qu'il avait négligé les dons extraordinaires qu'elle portait en elle. Béatrice, qui semblait auparavant mal à l'aise, observait maintenant Sophie, les larmes aux yeux. « C'est époustouflant » murmura-t-elle. « Parfois, il faut réapprendre à voir, à vraiment voir, à travers les yeux d'autrui. » Le dîner s'acheva sur une note d'espoir inattendue. Alors que les invités s'apprêtaient à partir promettant de se retrouver bientôt pour peaufiner les détails du centre, Sophie les surprit une dernière fois. Elle s'approcha de son père et, d'un geste à la fois simple et profond, lui tendit sa petite main. Ce n'était ni un câlin, ni un baiser, ces moments semblaient encore trop grands, mais c'était sa façon à elle de le remercier. Dans les jours qui suivirent, le manoir Valois connut une révolution silencieuse. La vieille cage métallique au fond du jardin fut démontée pièce par pièce, tandis que Sophie observait depuis son balcon, ses doigts fascinés rythmant chaque barreau retiré. Hélène décida de rester, transformant une chambre d'amis en bureau improvisé où elle initia Sophie à des exercices d'ergothérapie doux, toujours adaptés au rythme et aux préférences de sa nièce.
Chaque enfant autiste est unique, rappela-t-elle à Édouard lors d'une séance. Notre objectif n'est pas de le remodeler selon l'idée que se fait quelqu'un d'autre de la normalité, mais de construire des ponts entre son monde et le nôtre. Un matin, fort de son expérience avec les chevaux de thérapie, Michel suggéra d'intégrer l'équithérapie à la routine de Sophie. Avec l'approbation enthousiaste d'Hélène, ils mirent en place un programme personnalisé dans les écuries du manoir. Remarquez comme sa respiration ralentit quand elle est près de lui, observa Michel tandis que Sophie caressait le pelage brillant de clair de lune. Édouard, qui avait un jour envisagé de vendre le cheval, s'attardait maintenant des heures à la porte de l'écurie, captivé par la sérénité et la joie de sa fille. Chaque étape importante ou une nouvelle mélodie, un bref contact visuel, un nouveau geste de connexion ont été salués comme une victoire. Même Madame Carmen, la gouvernante, remarqua la confiance grandissante de Sophie. La jeune fille commença à se porter volontaire avec enthousiasme pour aider en cuisine, non pas à faire la vaisselle ou à couper les légumes, mais à organiser, aligner les assiettes, trier les couverts par taille, créer des motifs de fruits complexes dans les paniers. C'est comme si elle avait toujours rêvé de contribuer, dit Carmen avec un doux sourire. Elle avait juste besoin d'une chance. Un après-midi, en fin d'après-midi, le maire Robert Lefebvre revint sans prévenir, les plans préliminaires du centre de neurodiversité à la main. Ses yeux brillaient lorsqu'il proposa « Et si on utilisait une partie de votre terrain ?» Imaginez des séances de thérapie au milieu des chevaux, l'air frais, la douce lumière filtrant à travers les arbres. Édouard hésita d'abord, son instinct lui disait de préserver l'intimité du manoir, mais il entendit alors le rire ravi de Sophie résonner depuis l'écurie, où elle venait de faire son premier tour du paddock. Peut-être, dit-il d'une voix chargée d'émotion, qu'il est temps de démolir plus que cette vieille cage. Avec les conseils d'Hélène, ils ont élaboré un programme complet, équithérapie, musicothérapie, art-thérapie et accompagnement personnalisé adapté aux forces de chaque enfant. Que Sophie soit notre première ambassadrice, a suggéré Hélène. Son histoire peut montrer à d'autres familles que l'acceptation est le plus beau des cadeaux. Ému par cette vision, Édouard a passé une heure seul dans son bureau ce soir-là, à contempler une photo de sa défunte épouse, Marine. Des larmes ont coulé pour Marine, pour Sophie et pour toutes ces années passées à essayer de soumettre sa fille à ses propres attentes. Pendant ce temps, dans la chambre qui avait autrefois appartenu à Marine, Sophie inventait un rituel nocturne, une main sur son kaléidoscope, l'autre tenant un petit morceau de la vieille cage polie et lissée par Michel projetant des motifs changeants d'ombre et de lumière sur les murs. En bas, dans l'écurie rénovée appelée Clairière de la Lune, Claire de Lune s'agitait doucement, son léger hennissement saluant une nouvelle aube de possibilités. La semaine suivante, architectes et paysagistes sont arrivés pour transformer le parc du manoir, concevant des salles de thérapie baignées de lumière, des sentiers sinueux pour fauteuils roulants et sabots, et des coins privés pour les familles en quête de calme et de repos. Chaque détail respectait les sensibilités sensorielles des visiteurs. La nouvelle du centre de soutien se répandit rapidement, bientôt, des familles portant des histoires semblables à celles de Sophie se présentèrent aux portes. Édouard, autrefois distant, se retrouva à se rapprocher des parents, leur offrant une oreille attentive et des paroles de sagesse durement acquises. Puis, un après-midi pluvieux, Claire Moreau, une figure des anciens cercles sociaux, apparut, le ton faussement inquiet. « Pourquoi as-tu caché ta fille » demanda-t-elle. Édouard sentit son cœur s'emballer, la honte et la colère se mêlant. Avant qu'il puisse répondre, Sophie s'avança, kaléidoscope à la main. Sur les conseils avisés d'Hélène, elle fit une démonstration d'un nouvel exercice, ses mains traçaient les gouttes de pluie qui dévalaient la vitre, en parfaite harmonie avec sa mélodie. Claire observait, le regard perdu, troublé. « N'as-tu pas peur » demanda-t-elle à Édouard, que le fait de répondre à des besoins particuliers ternisse ta réputation ? Édouard se redressa, la voix posée. « Ma fille m'a appris que l'amour et la compréhension valent plus que tout statut social. » Madame Carmen, servant le thé, rayonnait de fierté, c'était la première fois qu'elle voyait son employeur défendre Sophie aussi ouvertement. Claire Moreau partit, vexée, laissant derrière elle un silence pesant. Sophie, perspicace comme toujours, passa le reste de l'après-midi agitée, sa sensibilité aux émotions d'autrui mise à nu. Ce soir-là, Édouard la trouva dans sa chambre, rangeant méthodiquement ses nouveaux jouets thérapeutiques. À côté se trouvait la photo de Marine, qu'Hélène avait découverte parmi les affaires de sa sœur. « Ta mère voyait de la musique en toutes choses » murmura Édouard en s'asseyant au bord du lit. Elle croyait que chaque cheval avait sa propre chanson. Sophie marqua une pause, le regard fixé sur le portrait. Puis, dans un geste de pure générosité, elle choisit un petit cheval en bois et le plaça dans la main d'Édouard.
L'émotion le submergea. C'était le premier cadeau spontané de Sophie, sa façon silencieuse de dire « Je te vois ». Dehors, Claire de Lune murmura, comme si elle participait à ce moment de profonde connexion entre père et fille. La pluie commençait à faiblir, laissant derrière elle un léger claquement sur les pavés. À travers les vitres embuées, un délicat arc-en-ciel se dessinait sur la terre fraîchement retournée des jardins du manoir. Michel, achevant sa dernière ronde parmi les chevaux, s'arrêta sur le seuil de l'écurie. Il inclina la tête, un léger sourire aux commissures des lèvres, contemplant la douce bénédiction de la nature. Même sous la bruine, des terrassements et des charpentiers s'activaient plus loin dans la rue, posant les fondations du nouveau centre d'accueil ou une oasis d'espoir qui servirait Sophie et d'innombrables autres enfants en mal de compréhension. La précédente visite de Claire Moreau avait été tendue et mal accueillie, mais après, quelque chose d'inattendu s'était installé, une détermination farouche dans chaque cœur du domaine. Au-delà de ces et de ces chaînes centenaires, le monde était encore aux prises avec la peur de l'inconnu. Ici, pourtant, l'amour et l'empathie avaient cultivé un sanctuaire où chaque différence était non seulement tolérée, mais chérie. Des rumeurs, folles et mal informées, commencèrent à circuler dans le village voisin. En moins d'une semaine, les rumeurs se répandirent aux quatre coins de la ville, des rumeurs malveillantes suggéraient qu'Édouard Valois avait renoncé à sa demeure ancestrale, la transformant en un havre de paix indigne d'un quartier huppé. Pourtant, face à chaque critique qui secouait la tête en signe de désapprobation, deux familles chacune avec ses propres histoires cachées d'enfants neurodivergents se manifestèrent. Elles trouvèrent du courage dans le refus d'Édouard de céder aux préjugés. Par un beau matin, tandis que les ouvriers martelaient la charpente en bois du centre, une jeune mère apparut devant le grand portail en fer. Bercée dans ses bras, une petite fille de 4 ans se balançait doucement. En selle, aux côtés de Michel, Claire de Lune leva les oreilles. Madame Carmen, l'infatigable gouvernante du manoir, les accueillit chaleureusement. Les larmes aux yeux de la mère. « J'ai lu un article sur ce projet dans la Gazette », dit-elle d'une voix tremblante. « Mon Alice aussi est autiste. Nous nous sommes sentis si seuls. » Hélène, passant devant la grande salle pour se rendre à la séance de thérapie de Sophie, reconnut immédiatement le signe révélateur. Sans hésiter, elle leur fit signe d'approcher. C'était la journée de Sophie aux écuries, l'un de ses plus beaux moments. Sous la patience de Michel, elle avait appris à caresser le flanc de Claire de Lune par de longs mouvements rythmés, un exercice qui calmait autant le cheval que la jeune fille. Quand Alice et sa mère tournèrent le coin, le silence sembla régner. Sophie, d'habitude réservée avec les étrangers, s'arrêta au milieu des broussailles et fixa la nouvelle venue du regard. Alice cessa de se balancer doucement et fixa, les yeux écarquillés, la robe brillante du cheval. La mère murmura, incrédule, elle ne s'est jamais arrêtée comme ça. Édouard, qui observait depuis son bureau improvisé niché derrière les bottes de foin, ressentit une vague d'émotion. Il vit à cet instant sa fille trouver une âme sœur chez un autre enfant. Claire de Lune, comprenant l'importance de cette rencontre, baissa doucement la tête à la hauteur d'Alice. D'abord hésitante, la petite fille tendit la main et toucha le museau doux du cheval. Elle n'a jamais initié une telle connexion toute seule, souffla sa mère, les larmes coulant abondamment sur ses joues. Un léger bourdonnement s'éleva des lèvres de Sophie, sa mélodie intime. À la stupéfaction générale, Alice se mit à se balancer au rythme de la mélodie, se joignant au dialogue silencieux entre le cheval, l'enfant et l'enfant. Les yeux d'Hélène brillèrent de bonheur. « C'est ce dont nous rêvions », dit-elle à Édouard alors qu'il approchait. Un endroit où les enfants peuvent se reconnaître les uns dans les autres. Avant leur départ, Sophie s'éclipsa dans sa chambre. Elle revint, serrant fort son précieux kaléidoscope, un talisman qu'elle n'avait jamais prêté à personne. Doucement, elle le déposa dans les mains d'Alice. Madame Carmen soupira, presque muette. C'est son bien le plus précieux. La mère d'Alice berça le cadeau avec révérence, et les deux filles observèrent ensemble à travers les prismes changeants, chacune perdue dans son propre monde et pourtant tissées ensemble par leur émerveillement commun. Alors que la voiture transportant Alice et sa mère s'éloignait, Sophie retourna vers Claire de Lune comme si elle reprenait une danse familière. Mais tous ceux qui avaient assisté à l'après-midi savaient qu'ils avaient vu quelque chose d'extraordinaire. Ce soir-là, Édouard confia à Hélène, qu'ils disent ce qu'ils veulent. Aujourd'hui, j'ai compris pourquoi cet endroit existe. Aucune réputation ni aucun statut social ne pourrait jamais avoir autant de valeur. La nuit tombait doucement sur les écuries. Claire de Lune, toujours vigilante, caressait l'épaule de Sophie tandis qu'elle lui brossait la crinière. Un rare sourire illuminait le visage de Sophie ou une expression de joie discrète née d'une véritable complicité.
Au cours des semaines qui suivirent, l'univers de Sophie s'élargit. Elle commença, avec douceur, à tendre la main aux quelques enfants qui lui rendaient visite le week-end, inventant de nouveaux moyens de communication par le chant, les doux balancements et les jeux d'ombre et de lumière à travers son kaléidoscope. Guidés par les idées d'Hélène et de Sophie, les architectes façonnèrent des murs intérieurs aux textures variées, des pièces à l'éclairage tamisé et des recoins où les sens en éveil pouvaient trouver refuge. Chaque détail témoignait de sa conviction que les enfants neurodivergents méritaient des espaces adaptés à leurs besoins. Un jour, alors qu'il supervisait la plantation d'un jardin sensoriel, Édouard tomba sur un fragment rouillé d'un vieux morceau de la cage abandonnée de Sophie, disparu au milieu des décombres de la rénovation. Ses mains tremblaient tandis qu'il soulevait le métal corrodé, vestige d'un ancien enfermement. Sophie apparut silencieusement à ses côtés, le visage indéchiffrable. Elle prit le fragment, s'agenouilla près d'une jardinière préparée et, avec un soin minutieux, creusa un petit creux dans la terre fertile. Lentement, elle plaça le métal sous la terre, puis planta un jeune plant de violette tendre au-dessus. « C'est un enterrement du passé », murmura Hélène, les larmes aux yeux. L'acte était simple mais profond, un rituel de libération qu'aucun thérapeute n'aurait pu concevoir plus magnifiquement. Michel guida Moonlight, un autre doux destrier, jusqu'à l'endroit, et Sophie arrosa la vie naissante avec une détermination tranquille. Madame Carmen, qui connaissait tous les secrets du manoir, comprit l'importance du lieu choisi. C'était là, des années auparavant, que Marine s'était assise pour lire des histoires de chevaux, rêvant de transformer une partie du domaine en centre équestre. Comme elle aurait été fière de voir son rêve s'épanouir de façon aussi significative. La nouvelle du projet continua de se répandre. Alice et sa mère y retournèrent régulièrement, bientôt rejointes par des enfants attirés par la force et la douceur de Clair de Lune. Sans un mot, Sophie enseigna à chaque nouveau venu à manier le pinceau par longs coups, à observer les arcs-en-ciel changeants à travers son kaléidoscope et à ressentir les textures apaisantes du jardin sensoriel. Lors d'une visite du maire, tandis qu'il regardait Sophie guider une petite fille à travers des fleurs couvertes de rosée, Édouard sourit. « J'imaginais quelque chose de modeste », admit le maire. « Mais ce que vous avez créé ici est révolutionnaire. » « C'est Sophie qui nous guide, » répondit doucement Édouard. « Nous suivons simplement son exemple. » En fin d'après-midi, le ciel s'illuminait des teintes du coucher de soleil. Hélène trouva Sophie et Édouard assis ensemble sur une balançoire aménagée sous les sycomores. Les doigts fins de Sophie dessinaient des constellations invisibles dans l'air, imitant les formes des nuages flottant au-dessus de leur tête. Édouard la contemplait avec une fierté silencieuse qui se passait de mots. Clair de Lune et Moonlight frôlaient les alentours, sentinelles silencieuses de ce précieux moment de paix. L'air embaumait les nouvelles fleurs du jardin sensoriel, mêlées à l'odeur familière du foin et du cuir. Demain, le centre de soutien ouvrirait ses portes, et les préparatifs bourdonnaient dans tous les couloirs. Des banderoles colorées flottaient, des ballons dansaient au vent, et des posters d'enfants peints à la main bordaient les murs ni trop voyants ni trop éclatants, choisis avec soin par Sophie pour leurs tons apaisants. Mais à mesure que le crépuscule s'épaississait, de sombres nuages s'amoncelaient à nouveau. Une rafale soudaine fit vibrer les rubans, et des gouttes de pluie commencèrent à danser dans la cour éclairée par les lanternes. Hélène consulta les prévisions avec une inquiétude croissante. Sophie, sensible au moindre grondement, resserra sa prise sur les cordes de la balançoire, son expression oscillant entre curiosité et malaise. À cet instant, le manoir Les Chevaux, le personnel et les familles attirées par la douce lumière de Sophie étaient prêts à l'abriter de toute tempête. Et quel que soit le temps du lendemain, ils savaient qu'ils l'affronteraient ensemble. Un coup de tonnerre soudain et terrifiant fendit le ciel, faisant trembler les fenêtres du manoir tel le rugissement d'une bête ancestrale. Au même instant, un cri aigu et désespéré résonna dans le couloir. Sophie, qui rangeait tranquillement ses jouets, se figea un instant, puis, submergée par une surcharge sensorielle, elle s'effondra au sol, les mains plaquées sur ses oreilles, le corps se balançant à un rythme effréné. Édouard fit irruption dans sa chambre, le cœur battant la chamade. Elle était là, blottie dans un coin, le souffle court et court. Il s'agenouilla près d'elle et posa doucement une main sur son épaule. « Sophie, ma chérie, tout va bien » murmura-t-il, s'efforçant d'obtenir la sérénité dont il savait qu'elle avait besoin. Un autre coup de tonnerre retentit, plus fort encore, et avec lui le hennissement paniqué de Moonlight, venu de l'autre côté des murs. Les yeux écarquillés de Sophie se tournèrent vers le bruit. En un instant, elle se releva précipitamment et dépassa son père, descendit l'escalier et s'engouffra dans la pluie battante. « Sophie, attends » cria Édouard en courant après elle. L'orage s'était transformé en tempête,
le vent cinglant les arbres et en projetant des branches. À l'écurie, Michel s'efforçait d'apaiser Clair de Lune, terrifiée, qui se cabrait et reniflait sous la fureur de la tempête. Sophie, trempée et déterminée, se tenait dans l'encadrement de la porte, la pluie ruisselant sur ses cheveux. Pendant un instant, son visage ne trahit ni peur ni hésitation, seulement une détermination inébranlable. Puis elle se mit à chanter, sa mélodie particulière, douce et insistante. Le son était presque noyé par la tempête, mais pour Clair de Lune, c'était un appel clair. Les mouvements agités du cheval ralentirent, ses oreilles se dressèrent en avant au son de la mélodie familière. Édouard et Michel regardèrent, le souffle coupé, Sophie entrait dans le box avec une précision méticuleuse. Elle tendit une main fine et ruisselante vers le museau de Clair de Lune. « Ne la surprenez pas », murmura Michel avec respect. La voix de Sophie tissait de douces harmonies autour des hennissements bas du cheval, créant une bulle de tranquillité au milieu du chaos. Pouce par pouce, Clair de Lune baissa sa tête massive jusqu'à ce que son front effleure celui de Sophie dans un tendre museau, un lien plus profond que tous les mots. Les yeux d'Édouard s'emplirent de larmes qui se mêlèrent aux gouttes de pluie sur ses joues. Sa fille, autrefois si renfermée, offrait désormais du réconfort non seulement à elle-même, mais aussi à un autre être en détresse. Ensemble, ils oscillaient au rythme du fredonnement de Sophie, chaque coup de tonnerre dehors semblant moins menaçant que le précédent. Lorsque la tempête se fut calmée, Sophie resta auprès de Clair de Lune sur un lit de paille, ses mains traçant des motifs familiers le long de l'encolure du cheval. Le monde au-delà de l'écurie était sauvage et humide, mais à l'intérieur, ils s'étaient forgé leur propre sanctuaire de calme. Le lendemain matin, l'aube était claire et lumineuse, comme si la tempête avait balayé toute trace de doute. Les jardins scintillaient de rosée fraîche et les parterres de fleurs, aux senteurs sensorielles, exhalaient un parfum enivrant, parfumé par la pluie. Sophie se réveilla exceptionnellement tôt. Vêtue de sa robe bleu ciel préférée, la même qu'elle portait lors du dîner du maire, elle observait depuis sa fenêtre les derniers préparatifs se dérouler en contrebas, cataloguant chaque jeu d'ombre et de lumière sur les pelouses impeccables. Son père la trouva là et lui adressa un doux sourire. « Tu es prête ?» demanda-t-il. Sophie se retourna et, pour la première fois depuis des semaines, lui tendit la main, l'invitant dans son univers paisible. À 9 heures, les premiers invités étaient arrivés. Alice et sa mère menaient le cortège, bientôt suivis par les familles qui avaient rejoint les séances du week-end. Chaque enfant a reçu un petit kaléidoscope ou le cadeau inspiré d'Hélène, symbolisant la beauté de la perspective individuelle. Il n'y a pas deux modèles identiques, a déclaré Hélène aux parents réunis. Tout comme deux esprits ne perçoivent pas le monde de la même manière. À la stupéfaction générale, Claire Moreau apparut également, mais cette fois accompagnée d'une fillette de 12 ans, sa petite fille, Lisa, qui se déplaçait avec les mouvements gracieux et répétés caractéristiques de l'autisme. Les larmes montèrent aux yeux de Claire lorsqu'elle avoua « Je n'avais jamais parlé de Lisa auparavant. Nous l'avions cachée, par peur du jugement même que j'avais autrefois contribué à faire respecter. » Sophie, agenouillée au bord du pavillon, sentit le changement dans l'air. Elle se leva et s'approcha de Lisa, lui offrant sans un mot le simple kaléidoscope artisanal, une réplique de son précieux trésor. Le geste était électrique, les yeux de Lisa s'écarquillèrent et elle serra le cadeau contre elle tandis qu'une larme coulait sur sa joue. À 10 heures, le maire Lefebvre monta à la tribune, la voix chargée d'émotion. Ce qui n'était au départ qu'une idée modeste est devenu un mouvement de compassion, proclama-t-il. Ce centre n'est pas seulement une thérapie, c'est un témoignage vivant d'acceptation. Comme en guise de réponse, Clair de Lune sortit de l'écurie, sa robe blanche étincelant au soleil. Sophie entonna sa mélodie, et un à un les enfants la rejoignirent, leurs voix et leurs mouvements tissant une tapisserie d'unité. Appelé à prendre la parole, Édouard s'arrêta au micro, cherchant les mots pour honorer ce parcours. Sophie lui prit la main et le guida. Il inspira profondément, puis dit simplement « Ma fille m'a appris que l'amour est plus éloquent que le diagnostic, que la compréhension se passe d'explication. Ce centre est mon excuse et mon espoir, un lieu où aucune famille ne se sentira jamais seule. » 6 mois plus tard, le manoir des Valois était devenu méconnaissable. Rires et chants emplissaient les salles autrefois étouffées par le chagrin. À la veille du 6e anniversaire de Sophie, Édouard la regardait diriger une séance d'équitation dans la lumière dorée de l'après-midi, guidant les enfants à caresser de doux poneys au rythme de sa mélodie. Il tenait dans ses mains le vieux journal intime de Marine. Un passage qu'elle avait écrit durant ses derniers mois de grossesse disait « Elle brillera de sa propre lumière différente, certes, mais notre plus grande maîtresse. » Les larmes lui brouillèrent la vue tandis qu'il regardait Sophie, radieuse aux côtés de Clair de Lune. Lynn, désormais co-directrice du centre,
avait lancé un programme artistique et musical permettant à chaque enfant de découvrir sa propre voix à travers la peinture, le mouvement et le chant. Notre rôle, disait-elle aux jeunes parents, n'est pas de façonner ces enfants pour qu'ils s'adaptent au monde, mais de contribuer à ce que le monde grandisse autour d'eux. À l'aube de son anniversaire, Sophie était assise sur la balançoire adaptative sous les sycomores, un lieu où père et fille se retrouvaient souvent au lever du soleil. Elle chantait doucement sa mélodie. Cette fois, Édouard la rejoignit, son harmonie maladroite emplissant l'air d'un amour imparfait mais sincère. Clair de lune broutait non loin, levant la tête comme pour écouter. À l'entrée du manoir, une plaque de bronze brillait dans la lumière matinale. Ici, être différent n'est pas un défaut, mais un don à célébrer. Ainsi, le domaine de Valois se dressait, enfin, comme un phare d'espoir pour chaque âme unique qui l'accueillait.